la nuit où tout a basculé. Un murmure faible dans les airs, à peine perceptible, traversait les plaines du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, un homme au regard perçant, avait entendu ce bourdonnement, alors que le monde entier restait indifférent. Le silence qui suivit n'était pas simplement une absence de bruit, c'était un signal. Que signifiait ce phénomène silencieux? Et pourquoi un homme ordinaire, sous un ciel sans étoiles, choisirait-il de défier une telle menace invisible? Cette nuit-là, le Burkina Faso montra au monde une nouvelle forme de résistance. Ce murmure dans les airs n'était pas qu'un simple son. C'était le début d'un changement profond, une alerte silencieuse qui allait secouer les fondements de la souveraineté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, à la tête d'une nation longtemps ignorée, comprit que ce bourdonnement n'était pas un hasard. S'il agissait, ce n'était pas simplement pour réagir à une menace immédiate, mais pour affirmer que son pays ne se soumettrait plus à la surveillance invisible du monde. Cela ne se limitait pas à une confrontation militaire. Ce moment était l'opportunité de redéfinir l'équilibre du pouvoir géopolitique. Ibrahim Traoré savait que la réponse à cette menace invisible marquerait un tournant pour son peuple, pour l'Afrique tout entière. Il n'était pas seulement question de drones ou de surveillance, mais de dignité et de respect pour une nation qui avait été longtemps oubliée. Le monde allait bientôt comprendre que le Burkina Faso ne se tiendrait plus dans l'ombre. Ce n'était que le début d'un changement radical. Cette décision allait redéfinir l'avenir de l'Afrique. La réponse n'a pas tardé. Quelques jours après le premier signal dans les airs, le nombre d'observations augmenta. Ce n'était plus une simple superstition. Les rapports se succédaient, détaillant des trajectoires précises, des signaux cryptés et des fréquences radio qui semblaient étrangement coordonnées. Le bourdonnement était de retour, cette fois plus proche, plus audacieux, se dirigeant directement vers les zones stratégiques du Burkina Faso. Mais ce n'était pas simplement un phénomène inexpliqué. C'était un message clair. Ibrahim Traoré, dans son bureau, observait les cartes et les rapports avec une calme détermination. Ce qu'il voyait allait bien au-delà de simples activités aériennes suspectes. Les drones n'étaient pas là pour effectuer une simple reconnaissance. Ils observaient, mesuraient et surveillaient les ressources stratégiques du pays. Les zones proches des mines d'or, ainsi que les régions où les accords miniers étrangers venaient d'être annulés, étaient désormais sous surveillance. Pour lui, le signal était limpide. L'invisibilité de ces drones était le premier signe de l'intention de contrôle. Qui que soient ces forces, elles se pensaient à l'abri, invisibles dans le ciel du Sahel. Mais Ibrahim Traoré savait une chose. Rien ne se fait sans qu'il y ait une raison. Dans l'ombre des dunes du Sahel, les opérateurs radio et les soldats, sur le terrain, avaient commencé à faire des relevés minutieux des mouvements dans le ciel. Les anciens soldats, ceux qui avaient déjà connu des guerres, ressentaient le même malaise qu'avant chaque attaque. Ce n'était pas un simple phénomène atmosphérique, c'était une menace latente. Mais le plus perturbant de tout, c'était l'absence de réaction du gouvernement central de la capitale. Le monde semblait toujours ignorer ce qui se passait dans les plaines du Burkina Faso. Ce n'était que le début. Mais Ibrahim Traoré avait déjà pris sa décision. Pour lui, ce n'était plus une question de simple défense. C'était une question de survie et de souveraineté pour son pays. Et il était prêt à riposter. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un homme de guerre, mais un symbole de la résilience du Burkina Faso. Avant cette crise, il était un militaire de terrain, apprécié pour sa discrétion et son sens du devoir. Mais en cette nuit silencieuse, son rôle allait se transformer. Il n'était plus simplement le capitaine d'une unité. Il devenait le capitaine d'une nation en quête de sa dignité. Au fil des jours, sa décision devenait de plus en plus évidente pour ceux qui l'entouraient. Son calme, sa vision stratégique et surtout sa conviction profonde que son pays ne devait plus subir l'invisible domination du monde extérieur résonnèrent parmi ses proches collaborateurs.
Ils se rallièrent rapidement derrière lui, certains poussés par la même urgence de protéger leur peuple, d'autres par la certitude qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il ordonna la mobilisation discrète de ses troupes. Des ingénieurs, des opérateurs radio, des jeunes recrues et des vétérans se rassemblèrent sous son commandement. Ils étaient tous conscients de la mission qui les attendait, mais aussi de la pression immense qui pesait sur leurs épaules. Aucun d'entre eux ne savait précisément ce qui allait se passer, mais tous étaient animés par une vision commune, leur terre, leur ciel et leur dignité. Les premières répercussions de son appel à l'action furent immédiates. Les populations rurales, qui avaient d'abord observé avec indifférence, commencèrent à s'impliquer. Les civils rapportaient tout mouvement suspect, chaque signe, chaque vibration dans l'air. Une chaîne de solidarité nationale se forma silencieusement, un réseau d'information et de soutien prêt à se défendre. Ibrahim Traoré savait qu'en unissant son peuple, il offrait plus qu'une simple résistance. Il offrait un futur où leur liberté serait inaltérable. Les jours suivants furent marqués par une intensification des tensions. Le bourdonnement dans les airs ne cessait de croître, se rapprochant de plus en plus des zones militaires stratégiques du Burkina Faso. Ibrahim Traoré savait que le moment était venu d'agir. Il avait préparé son équipe, tous conscients de l'importance de ce qui se passait au-dessus de leur tête. Ce n'était plus une simple observation, c'était une incursion, une tentative d'asservir leur nation sous le couvert de l'obscurité. Les opérations s'intensifièrent. Les équipes d'ingénieurs et de techniciens recalibrèrent les radars et les systèmes de communication, optimisant chaque dispositif pour scruter le ciel. Des drones avaient traversé l'espace aérien du pays, un par un, et chaque mouvement semblait calculé. Ibrahim Traoré comprenait que l'objectif n'était pas seulement de surveiller, mais d'évaluer les capacités du pays pour répondre à une menace invisible. Les étrangers croyaient que le Burkina Faso serait aveugle dans cette guerre silencieuse. Ils se trompaient. À l'intérieur du centre de commandement, des officiers se tenaient prêts. Chaque rapport, chaque mouvement était scruté à la loupe. Les signaux des drones, captés par les opérateurs, étaient désormais analysés en temps réel, permettant de déterminer les trajectoires et les points d'entrée. Le calme était oppressant. Chacun savait que ce qui allait se passer dans les jours à venir pourrait changer l'équilibre du pouvoir en Afrique. Le soir venu, Ibrahim Traoré donna l'ordre final. Le ciel au-dessus du Burkina Faso était devenu un champ de bataille silencieux. Les drones étrangers étaient repérés, mais au lieu de fuir, le pays avait décidé de répondre. Une première salve de frappe fut lancée. Les missiles, soigneusement ajustés, fendirent l'air dans un sifflement déchirant. Les drones se retrouvèrent piégés, leur trajectoire interceptée, avant qu'ils n'aient pu disparaître dans l'invisible. Il ne fallut que quelques minutes pour abattre le premier appareil, puis un autre, et enfin un troisième. Les 3 drones furent détruits en moins de 6 minutes. Le ciel était de nouveau vide. Les drones n'étaient plus invisibles. À ce moment-là, l'impact fut immédiat. Les autorités étrangères ne tardèrent pas à réaliser qu'une nation aussi petite, apparemment insignifiante, avait réussi à déjouer leur surveillance et à neutraliser leur technologie avancée. L'Occident n'avait jamais envisagé une telle possibilité. Mais au Burkina Faso, une nouvelle ère s'était ouverte. Le pays venait de démontrer au monde qu'il n'était plus un terrain de jeu pour les puissances extérieures. La réponse internationale ne se fit pas attendre. Les agences de renseignement commencèrent immédiatement à évaluer l'ampleur de l'attaque. À Paris, à Washington et ailleurs, des questions se posaient. Comment un petit pays comme le Burkina Faso avait-il pu abattre 3 drones étrangers en un temps record? Une simple coïncidence? Ou bien un défi direct à l'ordre mondial? La confusion régnait dans les couloirs du pouvoir. Mais Ibrahim Traoré ne se laissa pas distraire par les spéculations étrangères. Le défi venait de l'intérieur du pays. Comment maintenir cette victoire, la transformer en une force durable, en un modèle pour le continent africain?
Traoré savait qu'il ne pouvait pas se contenter de cette première victoire. Il fallait en faire une étape vers une autonomie militaire complète, un contrôle souverain sur leur espace aérien. Le Burkina Faso ne serait plus jamais observé sans réponse. Le silence après la frappe était lourd. Les forces étrangères avaient été prises par surprise, mais le monde du renseignement savait désormais que le Burkina Faso était bien plus qu'une cible facile. Leur action avait envoyé un message, non seulement aux puissances étrangères, mais à toute l'Afrique. La souveraineté ne se négocie pas, elle se défend coûte que coûte. Les preuves ne tardèrent pas à s'accumuler, et avec elles, une image de plus en plus claire de la situation. Les frappes réussies contre les drones furent immédiatement confirmées par les systèmes de suivi et les radars. Ce qui était au départ perçu comme un incident isolé devenait un événement majeur dans le monde de la surveillance et du renseignement. Les données collectées au cours de l'attaque étaient précieuses, et Ibrahim Traoré savait qu'elles pouvaient être utilisées pour renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Passons maintenant aux éléments qui ont fait la différence. D'abord, les radars. Les rapports de terrain confirmèrent que les drones avaient été repérés dès qu'ils pénétraient dans l'espace aérien du Burkina Faso. Les fréquences utilisées par ces appareils étaient en effet différentes de celles des drones commerciaux. Les signaux cryptés et la régularité de leur trajectoire permirent d'identifier des zones d'intérêt particuliers, des installations minières récemment nationalisées et des points stratégiques du pays, tels que les dépôts militaires. Ces informations permirent d'établir un profil détaillé des mouvements de ces drones et d'ajuster les systèmes de défense du pays. Intéressons-nous ensuite à la technologie des drones eux-mêmes. Des experts militaires analysèrent les restes des appareils abattus et découvrirent que les drones étaient équipés de technologies de pointe, souvent associées à des pays développés. Les composants électroniques récupérés révélèrent un système de propulsion avancé et un mécanisme de camouflage sophistiqué, permettant aux drones de passer sous les radars conventionnels. Les analyses confirmèrent que ces drones n'étaient pas des modèles commerciaux, mais des unités spécifiquement conçues pour des missions de surveillance militaire. Examinons à présent la rapidité de l'intervention. Les 3 drones furent neutralisés en moins de 6 minutes. La vitesse d'exécution de la réponse militaire était un indicateur décisif de la préparation et de l'efficacité des systèmes de défense du Burkina Faso. Ce chiffre fut scruté par des analystes militaires à travers le monde, impressionnés par la capacité du pays à réagir aussi rapidement. De plus, les données de fréquence furent croisées avec les rapports d'autres pays dans la région pour confirmer que les drones avaient des trajectoires similaires, ce qui permit de comprendre qu'ils faisaient partie d'une mission plus large de surveillance géopolitique. N'oublions pas la coopération intérieure. Les civils jouèrent un rôle clé dans le succès de l'opération. Des rapports en provenance des villages et des régions rurales fournirent des informations cruciales sur les mouvements des drones. Les agriculteurs et les éleveurs, sensibles aux moindres changements dans leur environnement, furent les premiers à signaler la présence de ces drones. Ce soutien populaire permit à Ibrahim Traoré de compléter les données techniques avec des informations du terrain, prouvant qu'un peuple uni pouvait devenir une force de défense redoutable. Les chiffres sont clairs. 3 drones abattus en 6 minutes, des fréquences détectées et analysées en temps réel. Une coordination parfaite entre les autorités militaires et civiles. Ce n'était pas simplement une victoire tactique. C'était une démonstration de la capacité du Burkina Faso à se défendre de manière autonome et efficace. Cette performance envoyait un message retentissant au monde entier. Le Burkina Faso ne se laisserait plus manipuler par des puissances étrangères. Le pays venait de prouver qu'il était prêt à défendre sa souveraineté, quels que soient les obstacles. Les débats autour de l'attaque des drones ne tardèrent pas à s'intensifier. Les analystes internationaux se retrouvèrent face à une question difficile. Comment un pays du Sahel,
avec des ressources limitées, avait-il réussi à neutraliser une force de surveillance aussi sophistiquée? La réponse immédiate semblait évidente. Ce n'était pas un accident, ni une chance. Il y avait une préparation, une stratégie qui allait bien au-delà de l'imaginaire. D'un côté, certains experts plaidaient que cette victoire était le fruit de la technologie et de la stratégie du Burkina Faso. Selon cette théorie, l'armée du pays avait utilisé des ressources minimales mais efficaces. La clé, selon eux, résidait dans la capacité du pays à s'adapter à des circonstances inattendues. Ils soulignaient que le pays avait réutilisé de vieilles technologies, comme des radars obsolètes, qu'il avait mis à jour avec des outils locaux et des experts formants en interne. Cette vision mettait l'accent sur l'ingéniosité et la résilience de la nation face à une adversité écrasante. L'absence d'une grande puissance de feu n'avait pas empêché le Burkina Faso de concevoir une réponse qui semblait presque impossible à réaliser. D'un autre côté, un autre groupe d'experts remettait en question cette interprétation et proposait une vision plus complexe. Ils affirmaient que cette victoire ne pouvait être attribuée uniquement à la bravoure et à l'ingéniosité locale. Ils suggéraient qu'il y avait une forme de coopération secrète ou de soutien extérieur qui avait permis à Ibrahim Traoré de réaliser ce coup de maître. La rapidité et l'efficacité de l'intervention militaire, combinées à la précision des frappes, laissaient penser que le Burkina Faso avait peut-être bénéficié de renseignements ou de technologies extérieures, peut-être des alliés non officiellement reconnus qui avaient fourni des ressources critiques. Cette seconde théorie divisa l'opinion publique internationale. Certains y virent une tentative de minimiser la réussite de l'armée burkinabé, arguant que l'Afrique, malgré ses difficultés économiques et géopolitiques, pouvait encore se défendre sans l'aide des puissances occidentales. D'autres, au contraire, virent dans cette victoire un défi direct aux grandes puissances militaires du monde, un signe que les petites nations pouvaient se réinventer dans un contexte mondial où la domination était de plus en plus remise en question. La vérité, cependant, réside peut-être ailleurs. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, avait compris une chose fondamentale. Il ne suffisait pas d'avoir la technologie la plus avancée ou la plus grande armée. Il fallait avant tout savoir exploiter ses propres ressources, écouter son peuple et surtout maintenir une volonté de fer pour défendre sa souveraineté. Dans cette confrontation, la ténacité et la cohésion nationale furent les véritables clés du succès. Le ciel est maintenant à nous. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré, marqua un tournant décisif dans la crise. Le Burkina Faso avait réussi l'impensable en abattant les 3 drones étrangers. Mais l'impact de cette victoire allait bien au-delà d'une simple réponse militaire. Le monde venait de prendre conscience qu'un petit pays, avec des ressources limitées, pouvait se défendre face à des puissances militaires bien plus grandes. Dans les semaines qui suivirent, l'effet de cette action se fit sentir dans toute la région. Les pays voisins commencèrent à revoir leur stratégie de défense, et les puissances étrangères, qui pensaient avoir un contrôle total sur le ciel africain, commencèrent à ajuster leurs calculs. Le Burkina Faso ne se contenta pas de cette victoire ponctuelle. Sous la direction de Traoré, le pays entama un programme d'autosuffisance militaire, avec l'objectif de renforcer ses capacités de défense aérienne et de surveillance. Ibrahim Traoré avait réussi à prouver que la souveraineté d'un pays ne se limite pas aux armes sophistiquées ou à l'appui international. Il avait montré au monde entier qu'il existait une autre forme de pouvoir, celui de la détermination et de l'unité. Les conséquences de l'attaque des drones se firent immédiatement ressentir, non seulement sur le terrain, mais à travers le monde entier. Les puissances occidentales, qui avaient toujours considéré l'Afrique comme une zone de domination invisible, commencèrent à ajuster leur stratégie. La réaction à l'incident était partagée entre stupéfaction et inquiétude. Il ne s'agissait pas seulement de drones abattus, mais d'un message plus large. Le Burkina Faso venait de rappeler au monde qu'il n'était plus qu'une simple terre de passage. Les dirigeants internationaux s'étaient déstabilisés,
À Washington, à Londres et à Paris, les rapports confidentiels se multiplièrent pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Les drones, pourtant équipés de technologies avancées et utilisés par des puissances militaires de premier plan, avaient été neutralisés avec une rapidité déconcertante. Les analystes se perdirent en conjectures. Comment un petit pays, comme le Burkina Faso, avec des ressources limitées et un appareil militaire modeste, avait-il pu renverser l'équation de la puissance militaire? Était-ce le fruit du hasard, une réussite tactique, ou bien le résultat d'une coopération secrète? Pour les pays voisins, cette attaque résonna comme un avertissement. Les gouvernements de la région commencèrent à revoir leur propre stratégie de défense, conscients qu'un pays apparemment faible pouvait, en un instant, s'imposer comme un acteur déterminant. Les nations africaines trouvèrent en Ibrahim Traoré un modèle de résistance et d'autosuffisance. Une vague de solidarité se lança à travers le continent. Des discussions eurent lieu sur la nécessité de développer des capacités militaires locales et de renforcer les alliances régionales pour garantir une défense commune contre les incursions extérieures. Mais les véritables répercussions ne se limitèrent pas seulement à la sphère militaire. À l'intérieur du Burkina Faso, cet événement changea la perception de la souveraineté. Le peuple, qui avait longtemps vécu sous la menace de l'ingérence extérieure, se sentit soudainement plus libre et plus fier. Dans les villages, les rues, et même au cœur des grandes villes comme Ouagadougou, un sentiment de fierté nationale se répandit comme une onde de choc. Les citoyens du pays, qui avaient vu leur souveraineté souvent ignorée par les puissances étrangères, prirent conscience que leur pays pouvait désormais résister à l'invisible. L'impact sur la scène mondiale fut tout aussi profond. Les observateurs internationaux prirent note de la manière dont une nation, avec des ressources limitées, avait défié les attentes, bouleversant les rapports de force habituels. Le message était clair. Même les plus petites nations pouvaient désormais revendiquer leur place sur la scène mondiale et défendre leur indépendance. Les analyses géopolitiques entamèrent alors une nouvelle réflexion sur la manière dont les pays en développement pourraient se défendre contre l'ingérence des puissances extérieures. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, était devenu un symbole de résistance pour le monde, un modèle de souveraineté retrouvé, une démonstration de ce que la détermination et l'unité nationale pouvaient accomplir contre les puissances qui avaient longtemps dicté leur volonté. La victoire n'était pas simplement militaire, elle était idéologique, et elle faisait écho dans chaque coin d'Afrique et au-delà. Les 6 à 12 mois suivant l'attaque des drones révélèrent trois scénarios distincts pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Ces projections furent façonnées par les événements immédiats, mais aussi par les ajustements stratégiques qui se firent sentir à l'échelle mondiale. Les options qui se présentèrent étaient radicalement différentes, mais chacune apportait son propre lot de défis et de possibilités. Voyons d'abord le scénario de base, celui d'une stabilité fragile. Dans ce scénario, le Burkina Faso aurait consolidé sa victoire, mais avec des limites. Les progrès sur le plan militaire auraient donc permis au pays de renforcer ses capacités de défense et d'assurer une sécurité relative dans ses airs. Cependant, l'isolement international serait resté une réalité, et le pays aurait dû continuer à naviguer avec prudence dans un environnement géopolitique complexe. Les relations avec les puissances occidentales pourraient se tendre, mais pas au point de provoquer une rupture totale. Le Burkina Faso serait devenu un modèle d'autosuffisance en Afrique, mais sa capacité à maintenir cette position face à une pression internationale croissante serait mise à l'épreuve. Passons maintenant au scénario optimiste, celui de l'émergence d'un leader régional. Dans une version plus favorable de l'avenir, Ibrahim Traoré réussirait à transformer cette victoire initiale en un mouvement régional plus large. Le Burkina Faso deviendrait le centre d'une alliance militaire en Afrique de l'Ouest, avec des pays voisins tels que le Mali, le Niger et d'autres nations du Sahel qui s'uniraient pour contrer l'influence étrangère.
Ce scénario verrait une Afrique de l'Ouest plus unifiée, avec des ressources partagées pour améliorer les capacités de défense et renforcer la souveraineté des pays membres. La diplomatie régionale serait davantage axée sur la coopération interafricaine, avec une réduction progressive de l'influence des puissances occidentales. Le Burkina Faso pourrait ainsi s'imposer comme un leader du continent dans la défense de la souveraineté nationale. Enfin, considérons le scénario pessimiste, celui de l'escalade du conflit. Le scénario le plus sombre pourrait voir une escalade du conflit dans la région. Les puissances étrangères, déstabilisées par la défaite, pourraient intensifier leurs efforts pour affaiblir le Burkina Faso, recourant à des sanctions économiques ou des actions indirectes via des groupes d'opposition ou des agents infiltrés. L'isolement diplomatique pourrait devenir plus lourd, tandis que l'environnement sécuritaire dans la région du Sahel se détériorerait avec des conflits internes croissants et des tensions entre les pays voisins. Dans ce contexte, l'équilibre fragile établi par Ibrahim Traoré pourrait se briser sous la pression extérieure, forçant le Burkina Faso à défendre sa position par des moyens encore plus drastiques. Dans chaque scénario, cependant, la question de la souveraineté resterait au cœur des préoccupations. Le Burkina Faso, qu'il se trouve dans un état de stabilité, d'émergence ou d'escalade, aurait démontré au monde entier que la lutte pour l'indépendance nationale ne se termine jamais. Elle demande une vigilance constante et une adaptation face aux défis extérieurs. La trajectoire que prendra le pays dans les mois à venir pourrait bien définir l'avenir de toute une région. Le message que le Burkina Faso envoya au monde en abattant les 3 drones ne fut pas seulement un acte de défense nationale. C'était un appel à tous les pays qui se sentaient réduits au silence par les puissances mondiales. C'était une invitation à repenser ce que signifie être une nation souveraine, à défier les attentes et à revendiquer son droit à l'autodétermination. Ibrahim Traoré n'a pas seulement fait un geste militaire, il a incarné un principe fondamental de liberté. Ce principe, trop souvent ignoré, est celui que chaque nation a le droit de protéger ses frontières et d'être maîtresse de son destin, indépendamment des pressions extérieures. Pour les peuples du Sahel, du Burkina Faso et au-delà, cet acte devint un symbole de résilience et d'autonomie. Un exemple de ce qu'un petit pays, uni par un objectif commun, peut accomplir face à des forces bien plus grandes. C'est un appel pour que chaque individu, chaque communauté, commence à se questionner sur sa propre place dans l'ordre mondial. La souveraineté n'est pas un concept réservé aux grandes puissances. Elle appartient à toutes les nations, peu importe leur talapetch ou leur histoire. Et maintenant, la question se pose. Que pouvons-nous faire, nous, en tant qu'individus et communautés, pour protéger notre propre liberté? Ce n'est pas seulement une question de politique internationale, c'est une question de responsabilité collective. Chaque citoyen, chaque groupe doit comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans la préservation de leur propre indépendance. L'histoire du Burkina Faso nous enseigne qu'un peuple uni, armé de détermination, peut défier même les forces les plus puissantes et préserver sa liberté. Après l'attaque des drones et la démonstration de la capacité de défense du Burkina Faso, il était clair que le pays devait bâtir sur cette victoire pour renforcer sa position à long terme. La première étape de ce processus fut de consolider les capacités militaires locales. Ibrahim Traoré, conscient que cette victoire ne marquait pas la fin de l'histoire, lança un plan ambitieux pour développer une défense nationale indépendante. Les autorités commencèrent par moderniser les infrastructures militaires existantes et par former des jeunes soldats locaux. Le Burkina Faso ne se contenterait pas d'une victoire ponctuelle. L'objectif était de bâtir une armée autonome, capable de protéger le pays à long terme. La deuxième étape de cette stratégie de défense consista à renforcer la coopération régionale. Le Burkina Faso chercha à établir des partenariats solides avec d'autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. L'idée était de créer une alliance de défense régionale, capable de se soutenir mutuellement face aux menaces extérieures. Des discussions furent menées avec le Mali, le Niger et d'autres voisins pour établir un système de partage de renseignements, de ressources militaires et de stratégies de défense communes. Cette coopération interafricaine
visait à réduire la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et à renforcer l'autonomie stratégique du continent. Enfin, la troisième étape consista à renforcer la diplomatie internationale du Burkina Faso. Bien que le pays ait réussi à défendre sa souveraineté de manière autonome, il était essentiel de maintenir des relations diplomatiques avec d'autres nations. Le Burkina Faso, tout en affirmant sa souveraineté, chercha à intégrer ses voisins dans un dialogue ouvert sur la sécurité et la coopération régionale. Cette approche visait à établir un équilibre entre la défense de l'indépendance nationale et la collaboration internationale nécessaire à la stabilité du pays. Ibrahim Traoré avait observé, écouté et agi. À travers les décisions qu'il avait prises, il ne s'agissait pas simplement de protéger une nation, il s'agissait de raviver l'esprit de dignité, de fierté et de résilience. Le Burkina Faso, un petit pays longtemps ignoré, avait défié les attentes du monde. Traoré, comme le héros silencieux qu'il était, avait prouvé qu'il ne suffisait pas d'être fort pour exister. Il suffisait de se lever, de regarder le ciel et de dire « C'est à nous ». À travers cette histoire, chaque citoyen du Burkina Faso, chaque Africain qui avait cru à l'impossibilité de la résistance, pouvait désormais voir ce qui était possible. Ce n'était pas une victoire militaire isolée, mais une déclaration universelle. La souveraineté, la liberté et la dignité d'une nation ne se négocient pas. Le monde avait vu un pays défendre son ciel, son sol et sa culture. L'histoire d'Ibrahim Traoré, ce soldat silencieux, s'était propagée bien au-delà du Sahel. Elle avait touché les cœurs de millions de personnes qui rêvaient de voir leur propre nation debout, indépendante et fière. Le Burkina Faso avait montré la voie. Le message était clair. Le courage est plus puissant que l'oppression et l'indépendance plus précieuse que tout.